sols, irrespect des écosystèmes, démographie galopante, désertification, guerre de l'eau. À l'heure où tombent les bilans dramatiques sur l'état de l'eau douce à la surface du globe, l'humanité doit se préoccuper du trésor translucide qui dort encore intact sous ses pieds, les nappes phréatiques. Si aucun effort n'est fait en ce sens, les hommes, dans 2 générations, risquent fort de se disputer la dernière goutte d'eau potable. Ushuaïa Nature poursuit maintenant son voyage dans un univers féerique, celui de la pureté originelle de l'eau. Les Mayas avaient le don particulier de s'installer dans des zones inhospitalières. Au nord du Chiapas, dans la presqu'île du Yucatan, Chichén Itzá a rayonné encore plusieurs siècles après le déclin des grandes cités de la forêt tropicale. Pourtant, dans cette région semi-désertique, aucune rivière ne coule en surface, aucun lac ne reflète les rayons du soleil brûlant. Les cours d'eau circulent ici sous l'immense plateforme calcaire. Chichén Itzá avait été bâti à proximité d'un immense puits naturel de 60 mètres de diamètre, communiquant avec cet incroyable réseau hydrographique souterrain, les cénotes. Des centaines de puits identiques à celui-ci perforent le plateau du Yucatan. Réserve d'eau de la cité, il tenait aussi un rôle plus sinistre. Des dizaines de squelettes humains y furent découverts. Lors de cérémonies sacrificielles, les prêtres mayas jetaient des femmes et des enfants dans le puits. Si les victimes parvenaient à survivre, elles devenaient les messagers des dieux. Mike Madden, un plongeur américain, grand spécialiste du Yucatan, s'est proposé de guider Nicolas dans les galeries immergées du plus important réseau de cénotes connu au monde. Hydrobiologiste mexicaine, Elba Escobar va profiter de cette plongée pour effectuer des prélèvements. Mike, quand est-ce que vous avez commencé à explorer les cénotes? Nous avons commencé il y a une douzaine d'années, vers 1985-86. Vous aviez une idée à l'époque de tout ce que vous alliez découvrir sous terre? Je n'en avais pas la moindre idée. On ne se doutait absolument pas que nous allions découvrir d'immenses réseaux de galeries immergées. Mais à l'époque, on allait de surprise en surprise à chaque plongée. À combien vous estimez la taille du réseau? Ce n'est qu'une grotte parmi la trentaine ou quarantaine qui se trouve dans la région. Mais c'est la plus grande, elle fait 70 km. C'était comment la première fois? Ah, la première fois dans cette grotte, c'était fantastique. Nous posions des kilomètres et des kilomètres de fil d'Ariane. Il ne nous en restait plus et tout d'un coup, on a vu le tunnel juste devant nous. Ah, c'était fantastique. C'est comme si vous aviez découvert un trésor, non? Oui, je crois que la meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est que je me sens comme le premier homme à avoir atteint un sommet jusque-là invaincu. On arrive en haut de la montagne, c'est un moment d'immense exaltation. Et c'est ce qu'on ressent quand on plonge dans des grottes souterraines. Sauf que là, la découverte est sans limite. On ne cesse d'atteindre des sommets. Regarde en bas, tu vois l'eau de ce côté. Ça, c'est l'entrée du réseau. C'est incroyable d'imaginer qu'on peut parcourir 70 km sous terre à partir d'ici. Eh oui, d'ici on peut aller jusqu'à la mer. Ou bien on peut remonter le courant sur 15 km jusque dans la jungle. Je vais te montrer la carte. C'est toi qui as dressé cette carte? Oui, c'est moi avec mon équipe, oui. Jette un coup d'œil dessus. Voilà, continue à dérouler. Cette carte montre les 70 km de la grotte qui s'étire indéfiniment. Où sommes-nous? Eh bien, nous nous trouvons ici, dans le cénote d'Ewish. Et d'ici, la grotte nous conduit jusqu'à l'océan. Toi et ton équipe, vous avez exploré toute cette partie. On a fait toute l'exploration. Et on a commencé il y a 10 ans.
Cette carte représente toutes ces années de recherche. On travaille avec Elba depuis, 5 ans maintenant? Oui, et j'ai fait toute la partie scientifique. C'est quoi la profondeur de l'eau? C'est partout pareil? Non, elle varie pas mal. La profondeur moyenne de l'ensemble du réseau doit être de 12 à 14 mètres. Elba, est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de la formation des cénotes, l'origine géologique? C'est la pluie qui a pénétré la fracture de Yucatan. En fait, cela a commencé quand le niveau de la mer recouvrait la plateforme continentale, il y a 350 millions d'années. Il y a eu une formation de sédiments marins, et quand la mer s'est retirée, les eaux de pluie ont infiltré ces sédiments calcaires, provoquant des fractures et fragilisant certains points. Le sol s'est effondré à différents endroits. C'est ainsi que se sont créées les cénotes, avec des formes verticales. Et l'eau a créé ce que vous appelez des grottes. C'est inhabituel de préparer un équipement de plongée en plein cœur de la forêt, au milieu de nulle part. Let's get our equipment here, Elba. Okay, let's get our equipment. Voilà ces réserves d'eau souterraine dont l'humanité a tant besoin, captive dans l'écorce terrestre. Le spectacle de l'eau à l'état pur, comme si la nature avait édifié cette cathédrale immergée pour célébrer le plus précieux des éléments, l'eau qui, rappelons-le, fut notre premier miroir, et ce n'est sans doute pas un hasard si l'homme peut y lire son propre reflet et sans aucun doute les lignes de son propre destin. C'est un peu une visite dans notre propre âme que nous sommes en train de faire dans cette eau invisible pour nous rappeler peut-être ce que nous avons oublié, que l'eau et nous-mêmes formons un tout. Et cette visite dans les cénotes symbolise cette unité oubliée. Elba, quand vous avez commencé l'exploration des cénotes, quel type de biotope ou de microcosme vous avez découvert dans les cénotes? Nous avons découvert beaucoup de faune, beaucoup de poissons et de crustacés. La faune, en fait, est venue de la mer et probablement aussi de l'eau douce. Cette eau souterraine est particulière car elle ne contient qu'une très faible concentration d'oxygène. De plus, il n'y a presque pas de nourriture ici. Il n'y a aucune production primaire puisque le milieu est plongé dans l'obscurité totale.
Mais ces systèmes sont extraordinaires. L'eau de pluie s'y infiltre, apportant tous les nutriments qui vont permettre aux animaux de survivre. La chaîne alimentaire commence ici, avec les bactéries. Beaucoup d'espèces animales vivent dans ce biotope, dont le plus grand nombre est invisible à l'œil nu. Ce sont des organismes de petite taille, mais abondants et endémiques, bien sûr. Est-ce que la pollution de surface peut atteindre et dégrader les cénotes? En fait, oui. La pollution du monde extérieur peut contaminer ce milieu très facilement, car son équilibre est très fragile. Je transporte avec moi une sonde Hydrolab. Je veux savoir à quoi ressemble la qualité de l'eau dans les cénotes. L'eau pure des cénotes a été et reste encore un milieu d'exception. Les Lamantins, que les Mayas considéraient comme des êtres surnaturels, venaient y trouver refuge. Mais la dégradation de leur environnement par l'afflux récent de populations côtières a chassé les placides mammifères aquatiques vers d'autres sanctuaires. Une équipe de plongeurs d'Ushuaia Nature les a retrouvés au sud de la Floride. Sur Terre comme au ciel, visible ou invisible, l'eau sans cesse en circulation sur notre planète joue un rôle primordial dans la dynamique et l'évolution du règne minéral et du monde vivant. Unique et multiple, puissante ou paisible, l'eau en tant que milieu est surtout devenue fragile. Il suffit de presque rien pour bouleverser son équilibre et réduire à néant ce que la nature a mis des millions d'années à patiemment construire. Les étranges locataires des tranquilles rivières du parc des Everglades illustrent ce danger. Hippopotames, éléphants sans pattes ni trompe, ou morses sans défense. Non, un lamantin. Pas vraiment beau aux yeux de certains. On a même parfois du mal à croire vivant cet inoffensif mammifère, tant ses déplacements sont lents et mesurés. « 500 km au nord-ouest de Miami, c'est le pays des mangroves, des marais sans fin et des grandes barres sablonneuses faisant un rempart à l'océan. Là, dans les eaux claires et peu profondes de la Crystal River, les Lamantins ont trouvé refuge sous la protection discrète mais permanente d'un bataillon de scientifiques. Dans cette région touristique où les marinas de luxe et les infrastructures routières fleurissent en quantité, les rangers biologistes ont toutes les peines du monde à faire respecter leurs protégés. Ce ne sont pas les moyens qui leur manquent. En avion, en bateau ou en hélicoptère, ils épient le moindre manquement aux règles draconiennes instaurées sur le parc naturel. Et les peines sont lourdes. Toute personne violant une loi de protection de ces mammifères s'expose à des amendes de 100 000 $ et des peines allant jusqu'à 1 an de prison. En Floride, on ne badine pas avec un animal symbole dont la frimousse sourit sur les plaques minéralogiques de certains comtés. Seul mammifère marin herbivore, le lamantin a besoin d'une eau chaude où prolifèrent les algues et les jacinthes d'eau, son unique nourriture. En hiver, celles de la péninsule de Floride et de la Géorgie sont idéales pour ce gentil monstre qui vient y élever ses petits. Son histoire remonte à quelques 50 millions d'années,
lorsque la compétition alimentaire a poussé certains mammifères vers les océans. Parmi eux, quelques-uns regagneront la terre ferme comme les éléphants. Les Siréniens s'adapteront au milieu marin. Le lamantin appartient à cette famille. La légende veut que les marins de Christophe Colomb, en apercevant pour la première fois ces animaux à mamelles, les aient pris pour de redoutables sirènes. Manque de femmes sans doute, et abus de rhum sûrement. Les bateaux à voile ne sont plus un danger pour les lamantins, mais bien plutôt les hélices des moteurs qui leur lacèrent le dos. Nageant avec lenteur, souvent à moins d'1 mètre de la surface, ils payent un lourd tribut aux plaisanciers quand ce n'est pas aux hameçons, aux filets de pêche, à la pollution ou à la destruction de leur habitat. Cette dernière étant la plus sérieuse des menaces pour l'espèce. Dans la nurserie d'Homosasa, située à une vingtaine de kilomètres de Crystal River, ces monstres de tendresse disposent d'un périmètre totalement interdit à la circulation des embarcations et des hommes. Une partie du parc a été transformée en hôpital pour lamantins blessés ou stressés, que l'on soigne avant de les relâcher dans le milieu sauvage, souvent équipés de balises Argos pour pouvoir suivre leur migration. Dépourvus de la moindre animosité et de la moindre défense, ces gros bébés débonnaires dépassant le quintal passent le temps à brouter leur ration quotidienne de 60 kilos d'herbe marine. Les femelles batifolent avec leurs petits au moins pendant 2 ans. Qu'on éloigne le jeune de sa mère, et c'est la mort assurée pour ce dernier. Toutes les 2 ou 3 minutes, les lamantins remontent à la surface pour respirer l'air à plein naseau. Mais ils peuvent garder leur souffle une vingtaine de minutes lorsque l'envie les prend de se reposer. Alors, les yeux fermés et le museau plaqué délicatement sur le fond de sable doré, le temps glisse sur eux. Mais la menace est là. L'équilibre de la biodiversité de la mangrove, cette forêt semi-immergée par les eaux qu'affectionnent les lamantins, ne tient qu'à un fil. Une modification de la température, la prolifération d'une algue étrangère, une concentration de pesticides, et l'écosystème dans sa globalité peut très rapidement disparaître. Et avec lui, bien sûr, le lamantin. Pour l'instant, les enfants chéris de la Floride sont fidèles chaque hiver au rendez-vous de la Crystal River. Encore faut-il que ces lents voyageurs reviennent intacts de leur long périple estival près des côtes de Caroline du Sud et de Louisiane. Dans le cas contraire, il faudra dire adieu au chant des sirènes.
on a abandonné une partie de l'équipe pour maintenant s'immiscer dans des boyaux plus étroits, utilisant l'expérience de Mike Madden, qui est le découvreur de ces réseaux. Et à dater de cet instant, il faut progresser lentement et surtout garder bien en tête son cheminement qu'il faudra faire au retour. Nicolas, I'm gonna tie off the line. You ready to go? I'm ready to go, okay. Mike Madden va dérouler un fil guide de manière à bien matérialiser l'itinéraire. Il y a à peu près 1 mètre entre le plafond et le sol. Il faut essayer de garder les palmes les plus légères possibles pour ne pas soulever les dépôts de sédiments. La dernière frontière, on progresse dans ce dédale. Nous sommes sans doute les premiers à regarder ce que la nature a commis pendant des millions d'années. Nicolas, regarde ces rangées de stalactites. Elles ont été formées quand les cavernes étaient sèches. Le vent, en soufflant dans ces réseaux, a sculpté ces formations. That's wonderful. Sensation d'exaltation qui ne doit pas faire oublier l'indispensable prudence, car sous terre et sous l'eau, le moindre incident se transforme en catastrophe. C'est la raison pour laquelle l'équipement minimum est d'avoir tout le système respiratoire en double, et l'on applique la règle des 3 tiers, 1 tiers d'air à l'aller, 1 tiers pour le retour et 1 tiers pour le secours. Ce qui est très étonnant, c'est de se dire que nous sommes en train de nager sous le sol du Yucatan, et ces poches d'eau, l'eau des Mayas, illustrent ces précieuses ressources et réserves d'eau potable que l'humanité possède pour son avenir et que malheureusement elle a trop souvent tendance, sans s'en rendre compte parfois, à détériorer. Belles racines. On peut voir comment les arbres de la jungle boivent l'eau des grottes. Voilà comment la végétation vient puiser toutes les ressources minérales dont elle a besoin et tous les éléments nutritifs dissous dans l'eau qui manquent cruellement en surface, tout simplement parce que dans ces zones où le soleil frappe si fort, on a le sentiment que l'eau, pour échapper à l'évaporation, vient se réfugier dans les sous-sols. Si leur réserve d'air le permettait, Nicolas et Mike pourraient ainsi continuer jusque dans le golfe du Mexique. En effet, le réseau débouche en mer à quelques encablures de Tulum, unique citadelle maritime du monde maya. La boucle est bouclée. Des collines du Chiapas jusqu'à la côte Caraïbe, la civilisation maya a suivi le trajet de l'eau. Dans le Yucatan désertique, les Mayas ont réussi à survivre 15 siècles grâce à la présence des cénotes. Mais il y a bien d'autres déserts où l'eau souterraine n'est ni visible ni aussi accessible. Il faut d'abord subodorer sa présence et ensuite la chercher là où elle se trouve, parfois loin sous terre.
Lors de la distribution initiale des 1400 milliards de litres d'eau sur la planète, le désert de Sandy Git, dans le nord-ouest australien, semble bel et bien avoir été oublié. Derrière ses allures de cow-boy et son regard bleu acier, Vic Oil, au volant de son camion grue, ne désespère jamais de la faire jaillir. Water in the northwest is a very precious item. L'eau dans le nord de l'Australie est une chose très difficile à trouver. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce travail très particulier. Ils doivent être très patients pour attendre que j'arrive creuser leur puits. Je travaille aussi bien pour les aborigènes que pour les Australiens blancs. Je crois que je suis la seule personne à aller au cœur du désert pour localiser les nappes d'eau, surtout pour les compagnies pétrolières. I'm going into the desert, it is an unknown time schedule how long you're going to be out there for. Quand je vais dans le désert, c'est toujours difficile de dire combien de temps ça va durer. On peut seulement faire des suppositions. Mais d'habitude, si vous pensez rester une semaine, comptez-en 2, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Roues cassées ou des caméramans français qui se perdent. Sur ce paysage grandiose, quasi lunaire, coule un soleil de plomb. Dès son lever, la température monte. 40, 50, 53 à l'ombre. Mais il n'y a pas d'ombre. Après des centaines de kilomètres de pistes apocalyptiques, Vic Oil parvient à son rendez-vous. Un fermier pour qui l'eau, peut-être plus qu'ailleurs, est une liqueur de vie. Le lendemain, dès le lever du jour, le sourcier le plus réputé du bush part pour une drôle de chasse, une baguette de métal coudée dans chaque main. Quelques pas, puis l'homme repart tranquillement avant de stopper à nouveau. Demi-tour pour vérifier une sensation, un frémissement au bout des doigts. Pendant des heures, le sourcier, initié par un très vieux bushman, arpente le désert attendant une réaction des tiges de fer. Mais une réaction à quoi? Pourquoi? Lui, l'incrédule, fait confiance à l'irrationnel avant de décider de l'endroit où il percera la pierre. Ridicule et pourtant. Vic Oil troque ses baguettes en fer pour une fourche de bois. La sensation se précise. Lorsqu'elle pique brusquement vers le sol, l'eau est là, sous ses pieds. This is going to be the spot. We'll drill here. Le forage commence. Avec quelle chance de réussite? L'homme ne se prononce pas, mais il creuse. Il sait que l'eau fraîche et douce a déserté la surface pour se réfugier sous terre. D'immenses nappes phréatiques fossiles ou rechargeables retiennent dans le ventre de la Terre quelques 9 milliards de litres d'eau. Un trésor, bien sûr,
mais un trésor délicat loin d'être inépuisable. Pollué par des infiltrations venues de la surface ou asséché par des pompages excessifs, de nombreuses nappes souterraines risquent de devenir définitivement inexploitables ou pire encore, à jamais fantômes. Tout à coup, un jet de boue sous pression surgit du désert. C'est le signal que Vic attendait. La nappe d'eau ne doit plus être très loin. Le désert. J'aime le désert. Il est difficile d'être plus au contact avec la nature. C'est beau et tranquille. Vous ne pouvez pas accélérer les choses. Vous devez être patient et savoir attendre. Enfin, je suis venu donner un coup de main à Vic pour 4 semaines. Et ça fait 3 ans et demi maintenant que j'y suis. Avec toutes les mouches. Parfois, c'est très difficile à supporter. Et il faut s'économiser un peu quand il fait très chaud. La température peut monter jusqu'à 42, 45 degrés. Très chaud, vous êtes déshydraté, il faut boire beaucoup d'eau. Et beaucoup de bière quand la nuit tombe. Pour le fermier du désert de Sandy Git et pour Vic Oil, la préoccupation immédiate est de trouver de l'eau. Depuis plus de 8 heures, la tête de trépan fouille et s'enfonce centimètre par centimètre dans la croûte de pierre. L'eau obéissante jaillit enfin des profondeurs. Dans quelques jours, les troupeaux viendront s'hydrater et mâcher goulûment les herbes nouvellement sorties de terre, jusqu'au tarissement de la source. Ici, la vie reprend ses droits. Vic Oil ses baguettes, son camion et la piste. De l'eau dans les zones arides, il en existe parfois sous les formes les plus inattendues. Dans le nord du Mexique, au pied de la Sierra Madre orientale, s'étend une vaste plaine brillante de silice. Elle abrite un phénomène unique, les Pozas Esmeraldas, les piscines d'émeraude. Ces petits bijoux d'eau douce ont attiré l'attention des scientifiques il y a moins de 10 ans. Depuis, ils vont de surprise en surprise. Nicolas et Franck ont laissé derrière eux l'eau des Mayas pour se rendre à Cuatro Ciénegas, où le plus éloquent des symboles aquatiques s'évertue à exister. Combien de Pozas y a-t-il dans cet endroit? Oh, il y a plus de 80 piscines, lesquelles ont des caractéristiques très différentes, comme leur profondeur. Elles varient de 70 cm à 14 ou 17 mètres pour les plus profondes. Et depuis combien de temps c'est protégé ici? Bien, le décret qui rend officielle la création d'une zone de protection de faune et de flore à Cuatro Ciénegas est sorti le 7 novembre 1994. L'eau des piscines est chaude ou froide? Ici, c'est un phénomène un peu spécial. Il y a 2 sortes d'eau, froide et chaude. L'eau froide, selon les scientifiques, c'est l'eau de pluie qui s'est infiltrée dans les parties hautes de la montagne et qui a rejoint la vallée. L'eau chaude est d'origine inconnue, mais une hypothèse dit qu'elle peut provenir de zones très profondes et émerger dans la vallée de Cuatro Ciénegas. Es el más grande. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est une des Pozas les plus profondes. On les appelle les piscines bleues à cause de la couleur de l'eau. Mais le plus important dans celle-ci, c'est la présence des stromatolites. Les stromatolites, c'est ce qu'on voit un peu émerger. C'est assez dingue parce que face à nos yeux, on a sans doute une des plus incroyables curiosités géologiques de la planète. Et sans aucun doute, un des trésors les plus inestimables sur le plan biologique, car ces minuscules aquariums comme ça, qui sont un peu éparpillés dans l'extrême sud du désert du Chihuahua,
semble avoir totalement ignoré le reste de l'évolution. Il y a une vie propre qui s'y est développée depuis pratiquement la nuit des temps. Et on a découvert récemment, sous les travaux de William Hinckley, qui est de l'Université de l'Arizona et de toute son équipe, que quand on a commencé à recenser les espèces qui vivaient dans ces poches d'eau, la moitié des espèces recensées, c'est à peu près 75 espèces, sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs au monde, comme si ici il y avait vraiment une niche écologique qui avait subi sa propre évolution. Et le plus insensé, c'est que parmi tout ce qu'on a découvert, on a effectivement découvert les stromatolites, qui sont les plus anciens micro-organismes vivants, qui sont les premiers organismes vivants qui sont apparus sur Terre, puisqu'on en trouve sur Terre à l'état fossile, dont les plus anciens remontent à l'origine de la vie, les plus anciens ont 2,2 milliards d'années. On en trouve notamment à Shark Bay en Australie, c'est assez rare, mais ici le plus curieux, c'est que ceux-là sont encore vivants. Puis ce qu'on a trouvé aussi, indépendamment des poissons, des petites crevettes, des... Oh, une tortue. Regarde. Ça alors. Indépendamment des poissons endémiques, il y a ces fameuses tortues. Demande-lui comment on les appelle ces tortues. Quel est le nom des tortues? Comment se llama las tortugas que viven en la agua? Il existe ici deux espèces. La tortue bisagra, qui est une espèce endémique à cette zone, c'est une tortue boîte, la seule tortue boîte aquatique. Il y a ensuite la tortue palone, qui elle ressemble aux dinosaures. Elle a une carapace molle, c'est la tortue blanche. Enfin, il y a la Trionyx, que nous appelons la tortue à l'oreille rouge. Tout cela fait de cette région un lieu qui n'a d'égal que les îles Galapagos pour la quantité d'espèces endémiques qu'on y trouve. Cuatro Ciénegas, c'est donc en la matière une région très importante à l'échelle mondiale. Bon, on va, avec beaucoup de précautions, profiter de l'autorisation un peu exceptionnelle qui nous a été donnée de s'immiscer dans l'eau pour tenter avec la caméra de surprendre un peu la vie qui depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années donc vit ici dans les Pozas mexicains. Les piscines naturelles de Cuatro Ciénegas abritent des espèces très particulières. Celles-ci réserveraient quelques surprises à qui aurait la mauvaise idée de les mélanger sans aucune précaution dans le même aquarium. Ces minuscules poissons à mi-chemin entre la perche et le chiquidé ont pris de très mauvaises habitudes. Des millions d'années de cohabitation dans quelques dizaines de mètres cubes d'eau, même magnifiques, ne les ont guère habitués aux élans de tendresse. Venus du fond des âges, leur instinct de survie s'est développé à l'extrême. Dans ces vases clos que sont les Pozas, aucun prédateur naturel n'a jamais pu venir de l'extérieur. Alors, les poissons s'éliminent entre eux, pratiquant une régulation des naissances impitoyable mais efficace. Leur population se doit d'être toujours égale, sinon le fragile écosystème qui les protège s'écroulera, entraînant avec lui leur disparition. Inquiétante loi naturelle, mais qui a déjà beaucoup servi. Écoute, c'est dingue parce que on a vraiment le sentiment, tu sais, de nager dans un océan miniature avec tout ce qui vit dans ces petites piscines reproduit à petite échelle. Il y a même
ce qui s'apparente à du corail, c'est incroyable. Ce qui est très émouvant, c'est de se dire que depuis des milliers ou des centaines de milliers d'années, la vie s'est obstinée et entêtée à exister dans un lieu qui est quand même particulièrement hostile, sans jamais céder ou succomber à l'influence d'autres êtres vivants, c'est-à-dire que ces Podzas ont gardé leur propre identité. Il y a là une petite symbolique qui me plaît bien. Et puis surtout, définitivement, ces piscines illustrent parfaitement que l'eau c'est le vivant, définitivement. On voit bien que cette confrontation entre le désert et l'eau est très éloquente. Il faut juste souhaiter une chose, c'est que ces Podzas ne soient pas une projection un peu dramatique de ce qui pourrait se passer à l'échelle planétaire, avec l'avancement du désert, à mesure que l'eau se raréfie et la vie qui s'y concentre avec une densité telle que la compétition y devienne impitoyable, un peu à l'image de ces poissons carnivores que l'on voit se dévorer entre eux. Souhaitons que tout ça ne soit pas de mauvais augure. En tout cas, ce que j'espère, c'est que tous ces voyages au fil de l'eau, tous ces spectacles de l'eau, auront réveillé votre fibre aquatique et nos sentiments primitifs, que cet émerveillement provoqué suscitera ce respect dont nous sommes redevables au plus précieux des liquides. Bonsoir et merci.